Donc, on peut commencer. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre premier webinaire de l'année 2025. Donc, on en profite également pour vous souhaiter une bonne année à ceux qu'on n'a pas pu voir depuis là. Donc, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, réussite dans ce que vous entreprenez et dans vos sociétés respectives. Donc, aujourd'hui, on vous présente un webinaire sur la loi de finances 2025. Donc, vous pourrez, nous avons avec nous Sini Mbaye et Maktar Sarr qui vont vous présenter la loi de finances 2025, les éléments à prendre en compte par rapport à la fiscalité et d'autres points qui seront abordés. Donc, ce webinaire se fera en deux étapes. Dans une première étape, on vous fera la présentation. Donc, Sini va vous partager après le plan de ce webinaire. Et suite à cela, vous aurez quelques minutes pour pouvoir poser vos questions. Donc, pendant la présentation, vous avez une boîte à questions, un Q&A, où vous pourrez mettre directement vos questions pour nos animateurs. Donc, je passe la parole à Sini pour démarrer le webinaire et je vous souhaite une bonne présentation. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sorna. Merci beaucoup à tous qui nous suivent. Merci beaucoup également à vous de vous avoir joint à nous. Donc, je m'en vais vous présenter le plan de la présentation. Donc, tout d'abord, on va aborder les dispositions abrogées avec la loi de finances 2025. Ensuite, les dispositions relatives à la facturation électronique. Aborder également le précompte et les changements en matière de restitution en matière de TVA. La retenue à la source sur les prestations médicales et paramédicales, les obligations spécifiques au marché ou contrat conclus avec des personnes étrangères, et enfin, la prolongation du statut de l'entreprise France d'exportation. Donc, par rapport au premier point, pour les dispositions abrogées, on a déjà les dispositions liées à la pandémie du COVID-19. Donc, vous savez, pour accompagner les entreprises impactées par la pandémie du COVID-19, donc l'État avait pris des mesures d'accompagnement. Donc, ces mesures, on peut citer l'article 185 bis, qui portait sur une subvention accordée aux personnes physiques et morales dont l'activité était directement impactée. La subvention portait sur le montant des retenues à la source sur salaire que ces entités devraient reverser à l'État. Donc, pour les accompagner, l'État leur avait accordé ces montants comme subvention. Donc, au lieu de verser, ils devaient garder ces retenues comme subvention. Donc, cette disposition a fait l'objet d'abrogation. Également, l'article 634 ter, qui portait sur un engagement écrit par les entités qui bénéficiaient des mesures dérogatoires de maintenir soit leurs travailleurs ou de payer 70% du salaire de ces employés qui sont mis en chômage technique. Maintenant, ces mesures dérogatoires concernaient notamment l'article 185 bis et également l'article 634 bis, qui n'a pas fait l'objet d'abrogation. De même que l'article 706 bis, qui ont été introduites par l'ordonnance 02-2020. Mais ce qu'on a noté, c'est que ces dispositions sont toujours maintenues dans le corpus du Code général des impôts. Maintenant, s'agit-il d'une omission ou le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de son assainissement? Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Donc, à côté de cela, il y a des dispositions qui sont liées au recours devant les commissions, notamment les commissions spéciales en matière de droit d'enregistrement, ainsi que la commission paritaire de conciliation et la sanction pour défaut de saisine des dites commissions. Donc, la première commission était compétente en matière de litiges liés au droit d'enregistrement, notamment lorsque l'administration rehausse la base et que le contribuable n'était pas d'accord sur la valorisation,
il pouvait saisir la commission spéciale en matière de droit d'enregistrement. La commission paritaire de conciliation était compétente pour tout désaccord entre le contribuable et l'administration, donc suite à un rappel de droit à la suite d'un contrôle sur place. Donc, dans ce cas, le contribuable pouvait saisir la commission paritaire de conciliation. Et le défaut de saisine de cette commission était sanctionné. Donc, toutes ces dispositions ont fait l'objet d'abrogation, notamment les dispositions des articles 700 à 705 et le point D du 1 de l'article 603. Donc, on passe au deuxième point lié à la facturation électronique. Tout d'abord, on aborde les obligations. Donc, les contribuables, notamment les assujettis en matière de TVA, ont l'obligation de délivrer une facture électronique, mais également l'obligation d'émettre, de transmettre et de recevoir des factures électroniques. Quand on parle d'émission et de transmission, c'est une obligation pour le fournisseur et le client a également l'obligation de recevoir ces factures électroniques sur le portail public de facturation ou la plateforme de dématérialisation. Il y a également ce qu'on appelle le e-reporting, c'est-à-dire la transmission des données de facturation à l'administration. Donc, ça concerne pour toute opération effectuée avec des non-assujettis. Ça peut être des particuliers ou des personnes non assujetties à la TVA au Sénégal. Donc, il peut y arriver qu'un assujetti au Sénégal ne puisse commercer avec des particuliers ou des personnes étrangères qui ne sont pas assujetties à la TVA au Sénégal. Donc, tout à l'heure, on parlait de plateforme publique de facturation. Donc, c'est une obligation d'utiliser la plateforme publique de facturation ou une plateforme dématérialisée qui sont mises en place par l'administration. Donc, un particulier qui n'est pas assujetti à la TVA n'a pas accès à la plateforme, de même qu'une personne étrangère qui n'est pas immatriculée au Sénégal n'a pas accès à la plateforme. Donc, cette personne-là, le fournisseur ne pourrait pas émettre sa facture sur la plateforme et également, il ne pourra pas récupérer sa facture sur la plateforme. Donc, dans ces cas, c'est à charge de l'assujetti de transmettre les données de facturation à l'administration. Parce que ce n'est pas dans le cadre du portail public de facturation ou de la plateforme de dématérialisation mise en place par l'administration. Donc, je rappelle également que les dispositions sont introduites, mais ce n'est pas encore appliqué et qu'il doit y avoir un arrêté qui doit fixer l'application, les modalités d'application. Donc, les analyses que nous faisons sont basées de l'existant. On a fait un benchmark, donc ce qui se fait actuellement en France et ce qui se fait également au Bénin. Donc, à la suite de cela, on vous présente ce schéma qui pouvait permettre de comprendre le fonctionnement de la facturation électronique. Donc, ici, on peut utiliser un portail public de facturation. Et avec ce portail public de facturation, ici, on a un fournisseur B qui émet et transmet sa facture électronique sur la plateforme et le client D récupère directement sa facture. Maintenant, ailleurs, il y a ce qu'on appelle des plateformes de dématérialisation privées ou partenaires. C'est dans quel cadre? C'est-à-dire si on ne peut pas utiliser le portail public de facturation parce que c'est un service public, donc minimal. Donc, pour les entreprises qui ont des besoins spécifiques, elles peuvent faire recours à des plateformes privées. Et dans le cas où on a fait appel à une plateforme privée, nous allons émettre et transmettre nos factures sur la plateforme privée. Et c'est la plateforme privée qui va directement interagir avec le portail public de facturation. C'est pourquoi la situation du fournisseur D, B et du client D n'est pas la même que le fournisseur A et le client C. Le manquement également aux obligations liées à l'émission, la transmission et la réception de factures sur la plateforme est sanctionné à 25% du montant de la TVA facturée ou la TVA qui devrait être facturée.
sans pour autant dépasser 5 millions. Donc, l'amende est fixée à 25% du montant de la TVA due sur la facture et est plafonnée à 5 millions. Et cette amende est sans préjudice des pénalités qui sont réclamées pour tout ce qui est manquement aux obligations de déclaration et d'assiette, ainsi qu'aux obligations de paiement. Donc, comme énoncé tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas encore, les modalités d'application ne sont pas encore fixées, il y a beaucoup de questions qui se posent et des prérequis. Donc, notamment par rapport à l'authentification de la facture. Est-ce qu'il y aura une signature électronique ou un cachet électronique? Par rapport à la conservation, ce sera quelle durée? Est-ce que ce sera la durée du droit commun qui est de 10 ans ou toute autre durée? Également, tout ce qui est lié aux données personnelles, les mesures de protection qui devaient accompagner euh, l'institution de la facture électronique, la nécessité pour les entreprises de s'y préparer dès maintenant et ne pas attendre l'arrêté. Donc, l'objet de notre intervention, c'est de permettre à nos partenaires de préparer déjà, de se préparer avec cette nouveauté et ne pas attendre l'arrêté. Donc, avec la présentation qu'on vient de faire, vous pouvez avoir une idée du fonctionnement et se préparer en conséquence. Donc, on peut aborder le point 3, qui est lié au précompte et la restitution en matière de TVA. Donc, il y a une précision à faire, c'est que la prise en compte de la pluralité de services. Donc, avant la disposition ancienne parlait de services au singulier, donc qui n'intégrait pas euh, la direction des moyennes entreprises. Parce qu'avant, il y avait euh, le service en charge des moyennes entreprises, mais avec l'arrêté 112 du 14 juin 2017, euh, on a instauré une direction des moyennes entreprises. Et cette direction des moyennes entreprises est composée du centre des moyennes entreprises 1, du centre des moyennes entreprises 2 et euh, du centre des professions réglementées. Donc, avec la précision qui a consisté à euh, accorder service au pluriel, donc ça permet d'intégrer tous les services rattachés à la direction des moyennes entreprises, à savoir CM1, CM2 et CPR. Donc, la disposition ancienne, c'était à compter du 1er janvier 2015 aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service au singulier. Maintenant, avec la loi de finances 2025, la notion de service est accordée au pluriel, donc qui permet d'intégrer CM1, CM2 et CPR. Pour dire que c'est les entreprises qui sont rattachées à ces services ne doivent pas être précomptées. Il y a également le maintien des entités publiques et parapubliques. L'abrogation de cette disposition permet de maintenir les entités qui vont tout à l'heure suivre, donc les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics en ce qui concerne le domaine de l'eau, de l'électricité et de téléphone. Donc, avant l'arrivée de la loi de finances 2025, il était prévu qu'à partir du 1er janvier 2025, ces sociétés publiques et parapubliques ne devraient plus précompter. Donc, l'abrogation de ces dispositions, notamment le point F du droit de l'article 372, permet de maintenir ces entités dans le champ d'application du précompte. Il y a également des mesures liées au remboursement du crédit de TVA. Donc, la situation avant, c'est que le remboursement pouvait se faire par chèque et par virement et sur demande du contribuable, il pouvait bénéficier d'un certificat de taxe. Donc,
Le principe, avant l'arrivée de la loi de finances 2025, c'était un paiement par virement bancaire ou par chèque. Et le contribuable peut préférer être remboursé par cette carte de taxe. Donc maintenant, c'est ce qui devient, avec la loi de finances 2025, c'est ce qui devient le principe. Donc le remboursement du crédit se fait par cette carte de taxe. Maintenant, avec la faculté du ministre en charge des Finances, il peut euh, rembourser au moyen d'un chèque ou d'un virement bancaire. Donc nous allons attaquer le point 4, qui est lié à la retenue à la source sur les prestations médicales et paramédicales. Donc l'objet de l'institution de cette retenue à la source, c'est qu'avant, il y avait des professions médicales, des professionnels dans le domaine médical et paramédical qui étaient quelque part salariés, mais qui intervenaient dans les cliniques privées. Donc, il avait un salaire et à côté des revenus qui normalement étaient soumis à la retenue BRS. Mais nous savons que la retenue BRS n'est pas libératoire. Donc, ils avaient l'obligation de faire une déclaration complémentaire de revenus, ce qui, en l'espèce, n'était pas toujours fait. Donc, avec l'instauration de cette retenue à la source qui est libératoire, dès lors que les revenus sont soumis à la retenue de 10%, l'obligation de faire une déclaration complémentaire n'est plus nécessaire. Il n'y a plus obligation de faire une déclaration complémentaire. Donc, on peut voir que le taux a évolué, mais derrière, il faut comprendre que c'est une retenue libératoire, donc différent de la retenue BRS qui s'appliquait jusque-là. L'exigibilité, c'est tous les 15 jours, donc qui suivent le mois de paiement. Du coup, j'espère que jusqu'ici, tout le monde arrive à comprendre ou à des réponses à ces questions. Donc, n'oubliez pas, au fur et à mesure, vous pourrez poser toutes vos questions dans la boîte à questions et Sini et Malta pourront y répondre juste à la fin de la présentation de Sini. Merci beaucoup. Donc, on peut aborder le point 5 qui est lié aux obligations spécifiques au marché ou contrat conclu avec des personnes étrangères. Donc, il a été constaté que des sociétés dans le domaine pétrolier et minier, des sociétés dans le domaine des BTP et les exploitants ou concessionnaires de services publics dans le domaine de l'eau, de l'électricité et de téléphone intervenaient avec des personnes morales, physiques ou morales, non immatriculées au Sénégal. Donc, c'est le cas des succursales, donc des personnes étrangères installées au Sénégal. On peut donner le cas des succursales. Maintenant, il leur est exigé que tout paiement qui doit être fait à ces sociétés doit se faire avec présentation du quitus fiscal par ces sociétés étrangères. Donc, le défaut de présentation du quitus fiscal et qu'il y ait paiement sans présentation du quitus fiscal expose aux sociétés, aux débiteurs basés au Sénégal, à la non-déductibilité des charges liées à ces paiements. Je m'explique. Il peut y arriver que des personnes, on a ici les contribuables concernés, qui sont les entreprises de bâtiments et travaux publics, les producteurs de ciment, les entreprises minières et pétrolières, les exploitants ou concessionnaires de services publics dans le domaine de l'eau, de l'électricité et de téléphone. Donc, ils peuvent bénéficier de prestations de personnes étrangères, mais installées au Sénégal. Donc, dans ce cas, il leur est exigé que pour tout paiement qui doit se faire à ces personnes étrangères basées au Sénégal, les sociétés débitrices devront réclamer leur quitus fiscal
qui permettent de justifier qu'ils sont à jour de leurs obligations fiscales au Sénégal. Donc, sans cela, normalement, il ne doit pas y avoir de paiement. Maintenant, si les sociétés effectuent des paiements sans présentation de quitus fiscal, toutes les charges relatives à ces paiements ne sont pas déductibles à l'IS pour l'exercice concerné. Pour le dernier point, qui se rapporte à la prorogation du statut d'entreprise franche d'exportation, tout d'abord, ce régime dérogatoire a été introduit par la loi 95-34 du 29 décembre 1995 et c'était pour 25 ans renouvelables. Maintenant, la durée était arrivée à expiration en fin 2021. Donc, c'était la loi de finances 2021 qui a la loi 2021 portant loi de finances 2022 qui a prorogé la durée pour 3 ans. Donc, c'est arrivé à terme au 31 décembre 2024. Donc, avec la loi de finances 2025, ceci a été prorogé également pour 1 an, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, comme point d'attention, c'est de veiller à disposer de l'attestation de validité délivrée par la DGID à compter du 1er janvier 2025. Donc, normalement, les sociétés qui bénéficiaient de ce régime avaient des attestations qui n'étaient valides que jusqu'au 31 décembre 2024. Maintenant, si vous intervenez avec des sociétés qui bénéficient de ce régime, pour ne pas, par exemple, appliquer la TVA, il faut réclamer l'attestation qui est valide à partir du 1er janvier 2025. Merci beaucoup, Simi, pour ces explications et ces éléments que tu nous apportes par rapport à la loi de finances de 2025. Donc, je vais passer la parole à Macta qui va nous rajouter quelques éléments par rapport à cette loi. Ok, merci Sorna, merci Sini pour ce brillant exposé des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est que la loi numéro 2025-02 du 6 janvier 2025 portant loi de finances pour l'année 2025 a été élaborée dans un contexte politique et économique marqué par de nombreuses contraintes, avec notamment l'avènement de nouveaux régimes suite à l'alternance de mars 2024, donc qui a souhaité rompre avec l'ancien modèle de gouvernance. Et ces contraintes, notamment de délai, avait justifié un peu la précipitation avec laquelle la loi de finances a été adoptée, d'ailleurs sans débat, par l'Assemblée nationale. Et il en est résulté un certain nombre d'insuffisances que Sini a relevées, notamment en matière de dispositions abrogées, où on a constaté la subsistance de certaines dispositions malgré l'abrogation des dispositions sur lesquelles elles sont assises. Également, la disposition concernant la facturation électronique, sans pour autant mettre en avant les règles minimales ou en tout cas les prérequis qui permettront aux entreprises, aux contribuables, de se préparer dans des conditions optimales. Donc, c'est un peu un effet d'annonce qui ne dit pas son nom et qui sera certainement précisé dans le cadre des dispositions légales à venir. Et d'ailleurs, on parle déjà de la loi de finances rectificative, parce que comme vous le savez, cette loi de finances-là
qu'on appelle communément loi de finances initiale, pardon, est appelée à évoluer en cours d'année pour donner vers les mois de juin et juillet une loi de finances rectificative qui va arriver cette année un peu plus tôt que prévu parce que justement, la loi de finances initiale a été adoptée dans la précipitation. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu beaucoup de changements au plan fiscal. Il y a pas eu beaucoup de dispositions. Et je pense que dans le courant de l'année 2025, avec la loi de finances rectificative et le projet de révision du Code général des impôts qui est actuellement en cours, on aura certainement des réformes majeures liées à la fiscalité qui est un pan important pour l'approvisionnement du budget de l'État. Voilà, donc je pense que Sini a fait l'essence de ces dispositions-là et nous restons disponibles pour échanger sur le contenu, en tout cas les conséquences, les effets de cette loi de finances 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magda, pour ces compléments d'information. Donc, du coup, on a quelques questions que je vais vous poser, des questions qu'on nous a posées. On va essayer d'y apporter des réponses. Donc, la première question qu'on a est, est-ce que la retenue à la source libératoire pour les prestations de santé s'applique à tout professionnel de santé ou uniquement ceux qui ont déjà un contrat de travail? Euh, donc, pour répondre à la question, la retenue à la source libératoire donc, s'applique à tout professionnel de la santé qui intervient dans un établissement privé et qui n'est pas salarié de cet établissement. Donc, si c'est un professionnel qui est salarié de cet établissement, il y a les retenues sur salaire qui s'appliquent. Maintenant, si c'est juste à titre de prestation, la retenue va s'appliquer. Alors, c'est ça, juste préciser qu'il s'agit de professions médicales et paramédicales. Donc, les prestataires qui sont dans ces professions-là, médicales et paramédicales, et qui ne sont pas employés salariés des structures de santé privées. Donc, les structures hospitalières, notamment publiques, ne sont pas concernées par cette disposition-là. Donc, je pense que c'est ce qu'il fallait aussi préciser par rapport à la question. Donc, toujours sur la retenue à la source. Donc, la prochaine question, c'est la retenue à la source de 10% doit être versée par l'entreprise ou bien par le prestataire. Donc, si on parle de retenue à la source, la retenue est faite par la personne physique ou morale. Donc, dans ce cas, vu qu'il s'agit d'établissements de santé privés, donc c'est la personne morale qui effectue les paiements. Donc, c'est cette personne morale qui est redevable, donc qui doit effectuer la retenue avant paiement aux bénéficiaires des sommes et reverser aux impôts. D'accord. J'espère que la réponse a été claire. Donc, l'autre question qu'on a, c'est quelles sont les entreprises qui sont concernées par la facturation électronique? Donc, Donc, par rapport à cette question sur la facturation électronique, les entreprises concernées, ce sont les entreprises assujetties. Donc, quand on parle d'assujettis, c'est en matière de TVA. Donc, tout assujetti en matière de TVA qui doit émettre des factures doivent et soumis à la facturation électronique. Maintenant, avec l'arrêté, donc qui va préciser les modalités d'application, donc on en saura beaucoup plus
Parce qu'on l'a vu avec la TVA numérique, que les dispositions légales qui ont été préalablement introduites dans le Code général des impôts, donc avec l'avènement des arrêtés, il y avait un écart entre l'arrêté et les dispositions légales. Donc là, on se base juste sur les dispositions légales introduites par la loi de finances initiale 2025. Maintenant, avec l'arrêté, peut-être il y aura une autre session qui nous permettra d'approfondir sur la facturation électronique. Alors, c'est une question intéressante, hein, parce que ça vraiment pose le problème du champ d'application. Et si vous regardez bien la disposition, de prime abord, on a l'impression qu'on cherche à appréhender, disons, la TVA. Euh, Parce que même en termes de sanctions, elle est indexée sur la TVA qui aurait dû être collectée, ou en tout cas qui est sur la facture, ou qui aurait dû être collectée. Mais toujours est-il que dans la pratique, notamment avec le benchmark dont parlait Sini tout à l'heure, on se rend compte que dans la mise en œuvre, en général, les États procèdent par étapes, en commençant par les grandes entreprises, par exemple, ensuite les PME, les assujettis qui sont au forfait, etc. Donc, de manière graduelle, pour essayer d'appréhender tous les contribuables dans ce dispositif-là. Bon, on verra ce que décidera l'État du Sénégal à travers la Direction générale des impôts et des domaines et son autorité de tutelle, donc le ministre des Finances, avec l'arrêté qui va sortir. De quelle manière ils vont mettre en œuvre ce dispositif-là. On va certainement en savoir plus avec l'arrêté. Merci beaucoup, Magda, pour ces éclaircissements. Du coup, on a une autre question qui vient par rapport au remboursement de crédit de TVA. Donc, par rapport à cette partie, qu'est-ce que le certificat de détaxe? Donc, pour répondre à cette question, le certificat de détaxe, c'est un certificat sur lequel il y a le montant qui est remboursé à celui qui a un crédit de TVA et qui a réclamé le remboursement. Et ça peut être utilisé pour le paiement d'autres impôts ou bien ultérieurement pour le paiement de la TVA. Donc, c'est un certificat qui est délivré par les impôts pour rembourser le crédit dont dispose le contribuable. Et ce contribuable peut l'utiliser pour payer d'autres impôts. Euh, donc, du coup, j'espère que là, c'est bon pour le certificat de détaxe. Donc, on a une autre question un intervenant souhaiterait que Sini, tu reviennes par rapport sur le point du quitus fiscal, mais plus par rapport au paiement à une société étrangère. Donc, je pense que l'intervenant souhaite que je revienne sur ce point. Maintenant, c'est une obligation qui est initiée par la loi de finances 2025 et c'est un quitus fiscal que le débiteur des paiements doit réclamer à la société étrangère, mais qui est installée au Sénégal. Donc, parce que s'il s'agit d'une société étrangère non installée au Sénégal, il y a déjà la retenue BNC qui est appliquée. Maintenant, s'il s'agit d'une société étrangère, mais installée au Sénégal, on a donné le cas tout à l'heure d'une succursale. Une succursale qui est constituée au Sénégal, mais qui n'a pas de personnalité juridique au Sénégal. Mais il faut rappeler que la succursale a une personnalité fiscale. Donc, c'est pourquoi elle doit payer ses impôts au Sénégal. Donc, si cette succursale fait des prestations pour les contribuables concernés, qu'on a cités tout à l'heure, notamment les entreprises de BTP, les producteurs de ciment, les entreprises minières et pétrolières et
les concessionnaires dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et de téléphone. Donc, si ces contribuables concernés qui doivent faire des paiements au bénéfice d'une personne étrangère, mais installée au Sénégal, ils doivent réclamer le quitus fiscal. Donc, sans le quitus fiscal, normalement, ils ne doivent pas payer. Maintenant, s'ils décident de payer sans réclamer ou sans la présentation du quitus fiscal par la personne morale étrangère, donc dans ce cas, toutes les charges qui sont liées à ces paiements ne seront pas déductibles à l'IS. Donc, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, de l'exercice concerné, les charges feront l'objet de réintégration. Merci beaucoup, Sini. J'espère que c'est beaucoup plus clair par rapport au quitus fiscal des sociétés étrangères. Donc, pour petite précision, les personnes qui souhaitent, qui ont des questions beaucoup plus complexes et qui souhaitent prendre la parole, on termine juste la boîte à questions et on pourra vous donner la parole pour poser de vos questions vu qu'il nous reste encore quelques minutes. Alors, quelqu'un souhaiterait que Sini, tu reviennent sur le... Alors, je te lis la question rapidement. Donc, concernant le quitus réclamé par les paiements des prestataires étrangers, est-ce que ça concerne uniquement les prestataires étrangers basés au Sénégal? En cas de non-présentation du... non, ça, c'est la première question. La deuxième partie de la question, c'est en cas de non-présentation du quitus, est-ce que c'est seulement la non-déductibilité des charges qui est appliquée comme sanction? Effectivement, donc je pense que je suis revenu tout à l'heure sur ce point, euh, mais je peux quand même répondre à cette question. Donc, pour rappel, les sociétés étrangères concernées, ce sont des sociétés étrangères, mais basées au Sénégal, qui ont une installation au Sénégal. S'il s'agit de personnes étrangères non installées au Sénégal, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a déjà une retenue qui est appliquée. Maintenant, si la personne est installée au Sénégal, donc il n'y a pas application du retenue BNC. Et dans ce cas, vu que la personne a une personnalité fiscale au Sénégal et doit payer ses impôts au Sénégal, il convient de réclamer le quitus qui nous permettra de justifier qu'effectivement, cette personne est à jour de ses obligations fiscales au Sénégal. Maintenant, si les paiements sont effectués sans réclamer le quitus fiscal, donc dans ce cas, la seule sanction appliquée, c'est la non-déductibilité des charges. Donc, c'est la seule sanction qui a été prévue par la loi des finances. Merci beaucoup, Chini. Du coup, on a une autre question. Cette fois-ci, c'est par rapport à la précompte de TVA. Euh, alors, cette personne a du coup un cas pratique, c'est-à-dire que un de ces... est-ce que... Alors, j'essaie de formuler la question. Donc, est-ce que la précompte de TVA peut être peut s'appliquer sur des factures datant de 2024. Donc lui, le cas qu'il a, c'est qu'un client lui a précompté la TVA en vertu de la loi de finances de 2025, mais sur des factures de 2024. Donc, pour répondre à cette question, les dispositions nouvelles relatives au précompte, c'est déjà une précision qui a été faite donc pour mettre service, donc service en charge des moyennes entreprises. Donc, on savait qu'il n'avait pas un seul service en charge des moyennes entreprises, mais il y avait plusieurs. Mais même sans cette précision, donc tous les services qui étaient au CM1, CM1, CM2 et CPR, le précompte ne leur était pas appliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas en espèce un changement. Et l'autre chose, l'autre point, c'était lié au maintien des sociétés, des entités publiques et parapubliques dans le champ d'application du précompte. Donc, normalement, ces sociétés, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics
dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de téléphone, à compter du 1er janvier 2025, ils ne devraient plus appliquer le précompte à leurs fournisseurs. Maintenant, vu que cette disposition qui limitait l'application du précompte par ces sociétés dans le temps a fait l'objet d'abrogation, donc ils sont toujours maintenus dans le champ d'application du précompte. Donc, en l'espèce, ces factures de 2024 sur lesquelles son client a appliqué le précompte en vertu de ces dispositions est logique, donc est appliqué. Merci Sylvie. Donc du coup, là, tu as une autre question. On revient encore sur la retenue à la source. Donc cette question, cette personne voulait savoir si les prestataires détenteurs de NINEA sont concernés par la retenue à la source de 10% libératoire. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc un prestataire peut détenir un INEA, mais tout dépend de son régime. Maintenant, je comprends qu'un prestataire détenteur de NINEA qui n'est pas assujetti à la TVA, qui doit facturer la TVA, mais dans le secteur euh, de la santé, bon, il y a une exonération, mais il faut faire la différence entre l'assujettissement et l'exonération. Donc, l'assujettissement, c'est une personne qui réalise des opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA. Et effectivement, les prestations médicales entrent dans le champ d'application, mais il y a une exonération. Donc, ce n'est pas une exemption en soi, mais c'est une exonération. Donc, si le prestataire détient un INEA, tout dépend de son régime. Donc, si c'est une personne physique, effectivement, et qui intervient dans un établissement privé dans lequel il n'est pas employé salarié, la retenue à la source lui est appliquée. Alors, si. Du coup, toujours dans ce même point, là, une autre personne aimerait avoir plus d'éclaircissement par rapport à la partie de l'exigibilité. Excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, il voudrait plus d'informations par rapport à cette partie. Donc, je pense que cette question est toujours liée à la retenue à la source. Donc, si on parle de l'éligibilité, c'est la date à laquelle ou au plus tard, il faut effectuer le paiement. Donc, il y a, en premier temps, il faut opérer la retenue. Maintenant, si vous avez opéré la retenue, il faut faire le reversement à l'État, notamment à la Direction générale des impôts et des domaines. Maintenant, l'éligibilité ici, c'est que si, par exemple, ce sont des prestations du mois de février 2025, l'éligibilité intervient au plus tard au 15 mars. Donc, normalement, au plus tard au 15 mars, toutes les retenues qui ont été opérées au courant du mois de février devront faire l'objet de paiement au plus tard le 15 mars. Alors, peut-être juste sur ce point, préciser qu'il s'agit comment ça s'appelle, des retenues effectuées sur les paiements. C'est-à-dire que la retenue à la source est en principe due au paiement. C'est-à-dire que si vous regardez la disposition, elle dit dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement. Donc, si ce sont des prestations effectuées courant février 2025, payées courant février 2025, la retenue est due dans les 15 premiers jours du mois de mars 2025, comme la retenue BRS en réalité. Merci beaucoup, Magda, pour les précisions. Alors, la question suivante, c'est quelles sont les précisions sur les exigences fiscales dans le cas des contrats signés avec des prestataires étrangers, mais qui fournissent essentiellement leurs prestations en ligne ou encore pour des services numériques? OK. Bon, alors là, on est dans le cadre de la TVA numérique.
qui a été introduite par l'article 355 bis du Code général des impôts à travers la loi de finances, je crois 2024, si je ne me trompe pas. Cet article a fait l'objet de plusieurs arrêtés, donc, où on a noté quelques errances de l'autorité par rapport à la mise en œuvre de la disposition. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est que les prestataires de services numériques ou gestionnaires de plateformes numériques ont l'obligation désormais de s'immatriculer auprès de l'administration fiscale, donc de disposer d'un INEA sénégalais, donc d'être connu du fisc sénégalais, et de facturer la TVA sur les prestations de services rendues à un client établi au Sénégal. Il doit facturer et reverser la TVA, c'est-à-dire que sur ce type de prestations, en principe, on ne devrait plus avoir de TVA pour compte. Sauf maintenant, si le client sénégalais ne dispose pas d'éléments probatoires lui permettant de s'assurer de l'immatriculation de ce prestataire auprès de l'administration fiscale. Dans ce cas-là, il a encore l'obligation d'appliquer la TVA pour compte sur ses prestations. Donc, seulement, encore une fois, si le prestataire étranger de services numériques ou de gestionnaire de plateformes numériques n'est pas immatriculé auprès de l'administration fiscale. Voilà en gros le dispositif et les diligences à prendre par le client sénégalais par rapport à ses fournisseurs ou prestataires de services numériques. Donc, bon, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que ce qu'on appelle la TVA numérique, en principe, c'était appliqué pour les opérations effectuées par des particuliers, donc des particuliers au Sénégal qui bénéficient de prestations de plateformes ou de fournisseurs qui disposent de leur plateforme. Mais le point qui limitait le champ d'application a fait l'objet d'abrogation par la loi de finances de 2024. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il s'agit de particuliers qui est basé au Sénégal, donc là, la plateforme ou le fournisseur de prestations numériques, comme l'a dit tout à l'heure Martar, doit s'immatriculer au Sénégal. Dans les deux cas, le fournisseur ou la plateforme doit s'immatriculer au Sénégal, notamment à la Direction générale des impôts, pour pouvoir collecter la TVA et reverser directement. Maintenant, pour les sociétés assujetties, en tout cas pour les personnes physiques ou morales assujetties à la TVA, ils doivent demander le justificatif d'immatriculation du fournisseur ou de la plateforme. Donc, si le fournisseur ou la plateforme ne fournit pas de justificatif d'immatriculation au Sénégal, donc le justificatif, c'est que le fournisseur est immatriculé au Sénégal et toute TVA qui sera collectée sur l'opération fera l'objet de reversement. Maintenant, s'il n'y a pas présentation de justificatif, l'assujetti, dans ce cas, a l'obligation de collecter et de reverser la TVA. Merci beaucoup, Magda Richini, pour ces précisions sur la TVA numérique. Donc, alors, ici, quelqu'un souhaiterait que vous évoquiez le rétablissement du tarif extérieur commun, le TEC, en ce qui concerne les importations de téléphones portables. Alors, rétablissement du tarif extérieur commun, bon, je ne sais pas, j'ai pas, c'est ça, j'ai pas personnellement, enfin, on n'a pas forcément comment dirais-je, mis l'accent sur ce point-là. Ce que je proposerais, c'est peut-être de regarder, de voir la personne qui a posé la question, éventuellement de creuser un peu sur parce que le tarif extérieur commun,
disons, c'est lié au droit de porte dans le cadre du traité de l'UEMOA qui un peu harmonise la manière de taxer les produits entrant dans l'espace communautaire. On pourra essayer de voir peut-être après la question un peu plus en profondeur et peut-être échanger avec la personne qui est intéressée à cela. Du coup, Samba, c'est celui qui a posé la question. Donc, si vous souhaitez, vous pourrez nous envoyer, ou même toutes les autres personnes, si vous avez besoin de beaucoup plus c'est-à-dire de renseignements ou être accompagné, vous pourrez nous faire un mail directement sur contact@moov.sn et nos consultants seront ravis de vous accompagner sur certains points. Alors, on a d'autres questions. Ok. Donc, cette personne pose la question à savoir, est-ce que la TVA pour compte sur les prestataires étrangers est une TVA déductible? Sinon, pourquoi? Bon, ça, je pense que c'est plus un cas école. La déductibilité de la TVA pour compte. Donc, il y avait un arrêté de 2021 qui portait sur cela. Donc, il y a des conditions. De base, il faut que euh, les sommes qui sont versées aux prestataires étrangers subissent une retenue à la source. Donc, s'il s'agit de prestations, il faut qu'il y ait l'application de la retenue BNC. S'il s'agit de paiement d'intérêts, donc en contrepartie de mise à disposition de fonds, il faut qu'il y ait également l'application de l'IRC, de la retenue IRC. Et en plus de cela, il faut qu'il y ait transfert de savoir-faire. Transfert de savoir-faire, ça veut dire quoi? Il faut que les prestations que la société basée au Sénégal a bénéficiées puissent lui permettre d'acquérir les compétences pour ne plus euh, avoir besoin du même type de prestation dans le cadre de l'exercice de son activité. Donc, il faut que la prestation puisse comporter le transfert de savoir-faire. Il y a également donc ce sont ces conditions. Il faut l'application d'une retenue à la source. Donc, il faut que la personne étrangère puisse subir une retenue à la source au Sénégal et que la prestation puisse comporter un transfert de savoir-faire et justifié par un écrit. Donc, ça peut être un contrat ou tout autre document en tenant lieu. Mais ce qu'il faut préciser, il y a des prestations pour lesquelles on n'a pas besoin du transfert de savoir-faire. Donc, ce sont les exceptions. Par exemple, en matière de mise à disposition de fonds, si la retenue IRC a été appliquée, la TVA pour compte sur sur le paiement des intérêts est déductible. Il en est de même des prestations qui sont rendues par des avocats ou des professionnels libéraux. Donc, dans le cas où il y a l'application d'une retenue à la source, on n'a pas besoin de transfert de savoir-faire. Merci beaucoup, Sini. Donc, en fait, on a certaines questions qui sont déjà venues. Donc, je pense que c'est des personnes qui viennent peut-être de nous rejoindre, comme par exemple par rapport au précompte, etc. Faut savoir que cette présentation sera enregistrée et vous sera envoyée pour récupérer les éléments de réponse que vous n'avez peut-être pas suivis. Vous aurez également accès à ce document pour ceux qui le demandent. Donc, on va essayer peut-être de répondre à des questions. Je pense qu'on a encore deux questions. Là, encore deux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, bon, c'est Monsieur Diallo qui demande encore beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à un point. Donc, il voudrait savoir, est-ce que la DGID impose à Amazon ou Google, exemple, comme société, de s'immatriculer au Sénégal? Si ces personnes n'ont pas ce justificatif, est-ce qu'ils doivent payer TVA et BNC? Euh, Alors, ces sociétés-là, Google, Amazon, Microsoft, etc., ont effectivement l'obligation de s'immatriculer auprès de la DGE
pour pouvoir effectuer des prestations de services au profit d'un client établi au Sénégal. Donc aujourd'hui, la disposition 355 bis en fait une obligation. Si maintenant ils ne le font pas, il y a deux choses. Le client sénégalais a l'obligation à ce moment-là de continuer à appliquer la TVA pour compte parce que cette disposition concerne la TVA. Donc ça aussi, il faut le préciser, 355 bis. Et les arrêtés relatifs à la TVA numérique. Donc, le client sénégalais a l'obligation d'appliquer la TVA pour compte sur la prestation. Néanmoins, il est prévu un certain nombre de sanctions à l'encontre de ces prestataires-là étrangers qui ne satisferaient pas à cette obligation d'immatriculation à travers, disons, l'interdiction, en tout cas, le dispositif prévoit un peu de leur couper l'accès au réseau, ou en tout cas qui leur permettrait de pouvoir prester au Sénégal. Bon, comment ils peuvent y arriver? Ça, je pense que avec les services informatiques de l'État, ils trouveront les moyens de le faire. Bon, ce qui n'est pas aussi gagné, hein. Mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ils ont l'obligation effectivement de s'immatriculer auprès de la DGE pour pouvoir accomplir ces prestations au Sénégal. Alors, si je n'ai pas ce justificatif, je dois payer la TVA. Donc, TVA pour compte, ça, classique comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup, Magda. Donc, on va prendre il nous reste que 2 minutes, donc on va essayer de prendre une dernière question et laisser à nos intervenants vous faire un petit mot pour la fin. Donc, la dernière question, c'est quelles sont les entreprises qui sont concernées par l'amende de 1 million pour manquement à la déclaration des bénéficiaires effectifs? Pour répondre à cette question, donc pour rappel, le manquement à la déclaration du bénéficiaire effectif, sur les bénéficiaires effectifs, donc il y avait une amende de 10 millions. Maintenant, avec effectivement, c'était un point à aborder. Avec la loi de finances 2025, cette amende de 10 millions a été réduite donc pour les entreprises qui ne relèvent pas de la direction des grandes entreprises. Donc pour eux, c'est 1 million. Maintenant, pour toute entreprise qui relève de la direction des grandes entreprises, l'amende est maintenue à 10 millions. Merci beaucoup, Sini, pour cette dernière réponse. On vous remercie. Déjà, on espère que vous avez eu beaucoup plus d'éclaircissements par rapport à cette loi de finances 2025. Et comme je précisais un peu plus tôt, si vous avez vraiment besoin d'accompagnement ou beaucoup plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@mon.sn. Je vais laisser à nos intervenants Sini et Magda. Déjà, merci pour cette présentation. Merci pour ces réponses à apporter. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin. L'honneur revient à Sini, hein, qui a brillamment réalisé cette prestation. Donc, Sini, à toi l'honneur. Donc, tout d'abord, nous remercions donc, pour le temps que vous nous avez accordé donc, de suivre cette présentation. Donc, vous rappelez que Moore, c'est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Donc, pour tout service dont Moore est compétent, donc vous pouvez vous rapprocher à nos services et nous serons ravis de vous accompagner. Merci beaucoup, Sini, pour cette présentation, pour ces éclaircissements apportés. Et comme je vous ai précisé également, nous allons vous envoyer tous les éléments, le support le support de présentation ainsi que la rediffusion de ce webinaire.
Et n'hésitez pas également, si vous avez d'autres sujets que vous souhaiterez qu'on aborde lors de webinaire, de nous en faire part sur nos différents canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email ou par téléphone. Donc, on pourra essayer d'organiser ça également. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et merci beaucoup et à la prochaine fois.